À 4 heures à 16 heures, 57 camions s'immobilisent sans un bruit, brusquement, sous une aide humanitaire apparente. L'ouverture des caisses révèle des armes neuves, cohérentes, et une architecture logistique et financière évaluée à plus de 700 millions de dollars, en quelques minutes sans improvisation. Pour les citoyens, que vaut une preuve si l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, mesure, consigne, puis explique avant que la peur ne conduise, heure par heure, chaque numéro de série devenant central? Si le convoi passait, l'équilibre institutionnel, régional et narratif changeait d'un seul coup pour tout le pays. Ce récit ne promet ni spectacle ni certitude immédiate, mais une méthode pour comprendre ce qui s'est réellement joué avant, pendant et après l'interception. L'enjeu est simple à formuler, plus difficile à tenir. Distinguer les faits vérifiables des interprétations hâtives, puis mesurer ce que vaut une action publique quand elle précède la panique au lieu de la suivre. Ici, l'intérêt n'est pas seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie révèle sur la capacité d'un État à détecter, documenter et neutraliser une opération complexe avant qu'elle ne produise ses effets politiques. Ce cadre impose un risque assumé. Refuser l'emballement narratif, c'est accepter un temps plus long, parfois moins spectaculaire, où la preuve compte davantage que l'annonce. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la promesse est précisément celle-ci: privilégier la cohérence du dossier plutôt que l'effet immédiat, quitte à décevoir l'attente d'une victoire simple et instantanée. Ce que le lecteur gagne, et c'est clair: comprendre comment une menace devient lisible avant de devenir dominante. La saisie ne correspond pas à un simple coup de filet, mais à une capacité militaire prépositionnée évaluée à plus de 700 millions de dollars, neutralisée en quelques minutes. 57 camions immobilisés, sans affrontement, signalent qu'un verrou avait été préparé en amont, déclenché avec une précision incompatible avec l'improvisation. Ce chiffre déplace immédiatement la lecture. Un convoi de cette ampleur n'existe jamais par hasard. Il suppose du temps, des ressources, des relais multiples et une confiance prolongée dans le silence. Avant l'aube du 16 août, les véhicules ne convergent pas de manière linéaire. Ils partent de points distincts, avancent sans phare sur des axes secondaires, puis se regroupent près de la frontière togolaise selon une synchronisation trop parfaite pour être fortuite. La logistique vise un objectif précis: retarder toute alerte en compartimentant les rôles et en réduisant les signaux visibles. C'est ici que la question centrale s'impose. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que transportèrent les camions, mais comment une structure aussi coûteuse a pu rester silencieuse si longtemps. Cette latence révèle des angles morts institutionnels, mais aussi une stratégie pensée pour exploiter ces zones grises. Le convoi devient alors la partie visible d'un mécanisme plus large, dont l'activation n'était prévue qu'une fois la masse complète et indétectable. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. Sa consigne rompt avec le réflexe attendu: éviter la dramatisation, privilégier la traçabilité. Chaque camion est traité comme une scène distincte, chaque conducteur interrogé séparément, chaque numéro de série consigné. L'opération se transforme en enquête systémique, orientée non vers l'annonce, mais vers la compréhension des chaînes logistiques, financières et décisionnelles. Ce déplacement du regard change tout. La menace cesse d'être un événement isolé et devient un test de capacité étatique. Agir avant que la peur ne gouverne. Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries. Depuis des années, il observe les routes comme un système vivant, attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence et aux détails discrets qui signalent un passage anormal. Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent en premier, mais leur discipline,
Une synchronisation trop propre, des phares éteints, une avancée silencieuse qui trahit une préparation longue et méthodique. Sous son commandement, 15 hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire. Le dispositif reste volontairement sobre. Il ne cherche ni l'effet de surprise spectaculaire ni la démonstration de force visible, mais la maîtrise du temps et de l'espace. Lorsque les premiers camions s'arrêtent, la perception change immédiatement. L'unité ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être immobilisée, comme si l'étape critique venait d'être franchie. L'ouverture des premières caisses confirme cette intuition. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact est immédiat. Ce qui est intercepté n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité de basculement prête à être activée. L'information remonte sans emphase vers Ouagadougou, déclenchant une coordination rapide et une consigne claire validée par Ibrahim Traoré. Préserver les preuves, éviter la panique, tenir la ligne. À ce stade, l'effet précoce est déjà tangible. Arrêter une menace modifie plus qu'une nuit. Avant l'interception, le dispositif paraît presque banal. Des camions circulent sur des axes secondaires chargés de marchandises présentées comme humanitaires, sans attirer l'attention immédiate. Pourtant, en amont, tout indique une préparation minutieuse. Les départs s'effectuent depuis des zones distinctes, à des horaires calculés, avec une convergence différée pour éviter de sonner trop tôt sur les radars. La masse est rendue invisible au dernier moment. Ce qui compte n'est pas la vitesse, mais le silence entretenu par la compartimentation des rôles et la réduction des signaux observables. Le basculement se produit à 4,00. En moins de 5 minutes, les accès se ferment. Les routes secondaires sont coupées, les patrouilles avancent par segments, sans ordre crié ni manœuvre visible. Le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième. L'effet domino s'installe immédiatement. En un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés, sans échange de tirs inutiles. Cette rapidité n'est pas improvisée. Elle traduit un choix tactique assumé. Privilégier la capture intégrale plutôt qu'une interruption partielle qui aurait fragmenté la preuve. Lorsque les bâches sont soulevées, le climax prend forme. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des fusils neufs, des grenades soigneusement emballées et des systèmes lourds alignés avec une précision clinique. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes suggèrent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être déplacé et activé. Sur le terrain, la perception bascule définitivement. L'unité n'a pas stoppé une irrégularité frontalière. Elle a figé une capacité opérationnelle complète, pensée pour durer. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Il coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette. Sécurisation totale du périmètre, aucune preuve détruite, aucune narration anticipée. Les forces spécialisées sont dépêchées. Les équipes médico-légales prennent position. Chaque mètre est balisé et documenté. Les numéros de série deviennent centraux, non pour produire un récit, mais pour relier des objets à des itinéraires et à des chaînes d'achat traçables. Les répliques ne tardent pas. En milieu de journée, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire: disparaître avant que l'image ne devienne preuve. Les voies sont déjà verrouillées, de nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. Arsenaux complets, munitions massives, conditionnement standardisé pour un déplacement rapide.
la cellule de crise élargit son champ d'analyse. L'événement cesse d'être une saisie ponctuelle. Il devient une opération stoppée avant son déclenchement politique. À mesure que les heures passent, l'onde de choc gagne l'espace public. Les médias relaient l'interception. Les réseaux sociaux s'emplissent de récits concurrents et la population oscille entre fierté et inquiétude. Pourtant, la ligne de conduite ne varie pas. Préserver la chaîne de preuves prime sur l'urgence de convaincre. Dans cette séquence, l'État choisit la maîtrise plutôt que la réaction, convaincu qu'une narration tardive mais solide pèsera plus qu'un triomphe immédiat. À ce moment précis, une certitude s'impose. Ce qui a été arrêté n'est pas seulement un convoi, mais un calendrier. Avant l'inventaire, la scène pouvait encore être interprétée comme une interception grave mais indéterminée. Après la quantification, elle devient d'un dossier stratégique. Le passage du soupçon à la preuve repose sur trois mesures clés, chacune accompagnée d'une lecture explicative destinée à éviter l'effet d'annonce brute et à transformer les chiffres en capacités compréhensibles. La première mesure concerne le volume principal d'armes légères. Les équipes médico-légales identifient environ 25 000 fusils de type AK-47, dont une part renvoie à des stocks libyens postérieurs à 2011. Ce nombre ne décrit pas seulement une quantité saisissante, il indique une intention de durée. Une telle masse permet d'équiper plusieurs brigades, de remplacer les pertes et de maintenir une pression continue sans dépendre d'un seul fournisseur. La compatibilité des pièces et des munitions suggère une planification orientée vers le contrôle prolongé d'un territoire, non vers une démonstration ponctuelle. La seconde mesure affine la lecture par contraste. Près de 10 000 fusils M16 sont recensés, portant des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. L'intérêt n'est pas l'origine isolée, mais la combinaison. Mélanger des provenances réduit le risque d'un point unique de détection et prouve qu'un réseau s'est acheté, stocké, reconditionné, puis livré sans déclencher d'alerte immédiate. Cette diversité matérielle n'est pas un détail technique. Elle est la signature d'un système disposant de temps, d'argent et de relais fiables, capable d'absorber plusieurs circuits simultanément. La troisième mesure change l'équation tactique. Plus de 400 missiles anti-aériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Ces systèmes ne s'inscrivent pas dans une logique de contrebande opportuniste. Leur fonction est claire: nier l'accès aérien, modifier la liberté de mouvement adverse et contraindre les décisions politiques sous pression. En présence de tels volumes, l'hypothèse d'une simple intimidation perd toute crédibilité. La cohérence d'ensemble pointe vers la création d'une fenêtre de vulnérabilité calculée. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Pris ensemble, ils racontent autre chose. Ils décrivent une architecture pensée pour tenir dans le temps, avec un stockage anticipé, un conditionnement standardisé et un transport calibré pour une activation rapide. À ce stade, les nombres cessent d'être des données brutes. Ils deviennent une carte de capacité, lisible par tout analyste habitué aux équilibres sécuritaires régionaux. C'est dans ce cadre que la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend tout son sens. L'objectif est double. D'une part, réduire le risque d'erreur d'attribution, toujours exploitable dans une bataille de récits. D'autre part, verrouiller la chaîne de preuves afin que chaque objet saisi puisse être relié à un itinéraire, un paiement et potentiellement un décideur. La quantification sert alors une finalité politique précise: transformer la force des nombres en stabilité narrative. Il reste pourtant une question lourde qui s'impose. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? La réponse n'exige pas d'hypothèse supplémentaire. Elle suppose de relier patiemment les chiffres aux routes, les routes aux flux financiers et les flux au centre de décision.
C'est dans ce passage du volume à la relation que la preuve change de nature. Elle n'expose plus seulement ce qui a été saisi, elle explique pourquoi l'événement ne pouvait pas être anodin. Deux interprétations concurrentes émergent dès que l'affaire devient publique, et les exposer sans caricature est indispensable pour comprendre la bataille du sens. La première, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace afin de consolider son autorité intérieure. Dans cette lecture, le convoi servirait de levier politique. Un pouvoir fragilisé dramatise un épisode grave pour ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. Les défenseurs de cette thèse ajoutent qu'en contexte instable, l'urgence sécuritaire permet de justifier des procédures exceptionnelles produisant un avantage institutionnel immédiat. L'événement serait donc avant tout domestique, la dimension régionale n'étant qu'un décor utile. La seconde interprétation, dite maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle insiste sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage. Dans ce cadre, l'interception n'est ni un accident ni un trafic opportuniste. Elle serait le résultat d'une opération planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars, exploiter les angles morts et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait qu'une pièce visible d'un mécanisme plus large, où l'argent, les relais et les couvertures diplomatiques jouent un rôle central. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais de déterminer laquelle explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Or, plusieurs points pèsent en lourd contre la lecture strictement domestique. D'abord, les preuves matérielles indiquent une chaîne transnationale cohérente. Numéros de série reliés à des stocks libyens postérieurs à 2011, circuits multiples et conditionnements standardisés. Ensuite, la méthode logistique, fondée sur des départs multiples et une convergence tardive, correspond davantage à un schéma pensé pour réduire les signaux qu'à une improvisation interne. Enfin, l'aveu d'un chauffeur, convaincu de transporter de simples marchandises civiles, suggère une architecture où chacun sait peu afin de protéger un centre décisionnel. Dans ces conditions, la décision d'Ibrahim Traoré de s'en tenir à la densité des preuves plutôt qu'à l'intensité du discours apparaît déterminante. La lecture la plus parcimonieuse n'est pas celle qui minimise, mais celle qui relie. Suivre les objets, les routes et les flux conduit à reconnaître une opération concertée, sans préjuger encore de l'identité finale des commanditaires. À mi-parcours de l'enquête, un élément requalifie l'ensemble du dossier. Des documents internes apparaissent, accompagnés de décrets déjà rédigés pour un d'après institutionnel nommé démocratie restaurée. Cette découverte ne s'ajoute pas au récit, elle le déplace. L'arsenal cesse d'être un simple moyen logistique. Il devient la garantie matérielle d'un calendrier politique écrit à l'avance, prêt à être activé dès que la capacité militaire serait en place. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments provoquent un ajustement immédiat de la stratégie. La priorité n'est plus seulement de sécuriser des preuves matérielles, mais d'empêcher la capture du sens par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage dense où se croisent relais financiers, intérêts liés à la défense et couverture diplomatique. Rétrospectivement, le convoi ressemble moins à une livraison qu'à une clé destinée à rendre possible la suite. Ce point médian marque une bascule décisive. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive car elle réduit l'espace de la manipulation. À partir de là, l'affaire n'est plus une saisie spectaculaire. Elle devient une épreuve de souveraineté documentaire,
où chaque preuve consolidée peut empêcher un retournement politique. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel. L'interception transforme une alerte en protocole durable. Les chaînes de commandement sont resserrées, la coordination interservice devient routinière et la gestion de la preuve passe d'un réflexe sécuritaire à une architecture administrative structurée. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État assume une ligne constante, documentée avant de proclamer. À court terme, cette discipline renforce la crédibilité institutionnelle. À moyen terme, elle impose un coût réel, fait de lenteur assumée et de procédures lourdes, mais réduit l'essence des récits concurrents et stabilise la décision publique. Pour les entreprises, l'onde est plus ambivalente. D'un côté, les signaux de prudence extérieure, les annonces de sanctions potentielles et les tensions régionales créent un climat d'incertitude, notamment pour les importations stratégiques et les chaînes d'assurance. Les coûts augmentent, les délais s'allongent et certaines activités ralentissent temporairement. De l'autre, la lisibilité nouvelle du cadre décisionnel attire des partenaires alternatifs, intéressés par un environnement où les règles, bien que strictes, deviennent prévisibles. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, mais un réalignement progressif des flux économiques autour d'un risque politique mieux cartographié qu'auparavant. Pour les citoyens, l'impact principalement psychologique. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion contradictoire. Elles suscitent la fierté d'avoir évité le pire, mais aussi l'effroi devant ce qui aurait pu se produire. Dans les villes comme dans les zones frontalières, la discussion change de nature. La sécurité n'est plus une abstraction lointaine. Elle devient une expérience collective associée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète, car elle rappelle que la protection fonctionne tout en soulignant qu'elle n'est jamais acquise. Pour la région, enfin, la conséquence est stratégique. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Même les cadres régionaux reconnaissent qu'une interception de cette ampleur réduit le risque d'embrasement transfrontalier. Le signal envoyé est clair. Une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'événement dépasse largement la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances. La question centrale n'est plus seulement ce qui a été arrêté, mais ce qui a été rendu visible. En ce sens, l'interception marque un tournant. Elle transforme une menace latente en apprentissage collectif et replace la preuve au cœur de la confiance publique. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant de raisonner sous contrainte à partir des éléments déjà observables, sans ajouter de faits nouveaux. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête judiciaire avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre immédiatement, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues dans des formats connus. Les dispositifs annoncés après l'interception produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Si cette trajectoire prévaut, le pays tient sans se transformer encore. L'enjeu principal devient l'endurance administrative, maintenir la méthode quand l'urgence médiatique s'éteint. Dans un scénario plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional.
La démonstration de capacités documentaires devient un précédent. Les échanges de renseignements se densifient, les coopérations opérationnelles se régularisent et certains investissements se réorientent vers des projets perçus comme plus lisibles institutionnellement. Dans ce cadre, la transparence cesse d'être défensive et devient un actif politique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État ne se contente plus d'avoir évité le pire. Il s'impose comme point d'appui institutionnel, capable de transformer une crise en levier de crédibilité et d'intégration régionale. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Pressions économiques, campagnes de désinformation, hausse des coûts d'importation et incertitudes prolongées. La cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. Si cette trajectoire domine, la stabilité dépendra moins de la force que de la capacité à maintenir la preuve lisible dans le temps, afin que le doute ne devienne pas un marché politique. Une recommandation traverse ces trois scénarios. Raisonner en anticipation plutôt qu'en réaction. Si la méthode de documentation et de liaison des signaux faibles se maintient, l'incertitude demeure, mais son coût collectif diminue. Au-delà des institutions et des scénarios, l'événement se déploie dans la vie quotidienne à travers des expériences concrètes, vécues à des distances différentes mais liées par un même sentiment de vulnérabilité partagée. Un premier cercle regroupe celles et ceux pour qui la sécurité n'est jamais abstraite. Soldats en poste, enseignants des zones périphériques, chauffeurs de nuit, familles vivant près des frontières. Pour eux, l'interception n'est pas un fait divers géopolitique. C'est une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes empilées produisent un mélange de soulagement et de gravité. Un geste simple émerge. Partager une information vérifiée localement, sans amplifier la rumeur. La vigilance progresse lorsque chacun comprend le comment autant que le quoi. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique. Preuves, procédures, traçabilité. Un pas concret consiste à comparer systématiquement les narratifs aux éléments documentés, puis à relayer des analyses fondées plutôt que des slogans. Cette posture ne prend pas parti, elle protège la discussion et réduit la polarisation. Un troisième cercle rassemble celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes: étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'interception offre une matière rare. Comment un réseau se cache? Comment une preuve se consolide? Comment une société réagit lorsque la menace devient visible? Un réflexe utile s'impose. Posez d'abord la bonne question: quelle preuve relie quoi? Avant d'adhérer à un récit séduisant. Dans ces trois cercles, une intuition commune apparaît. La protection commence par l'attention aux signaux faibles. Après la crise, la réponse annoncée s'organise en une feuille de route destinée à transformer une interception ponctuelle en capacité durable. L'objectif n'est pas de célébrer l'événement, mais d'institutionnaliser une méthode afin que la prochaine alerte trouve un état plus rapide, plus lisible et plus difficile à surprendre. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette logique privilégie des actions mesurables plutôt que des proclamations symboliques. La première étape concerne la sécurisation du renseignement. Chaque poste frontalier doit disposer d'un dispositif de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié. Le critère d'évaluation n'est pas discursif, mais opérationnel. La capacité à identifier un schéma similaire avant sa phase finale, lorsque la convergence devient irréversible. La deuxième étape vise la conversion des capacités militaires. Les armes saisies ne sont pas seulement détruites. Leur recyclage alimente un fonds destiné à équiper les unités frontalières
et à financer des formations locales. Le succès se mesure par l'amélioration de la disponibilité opérationnelle et par le nombre d'unités effectivement formées, liant sécurité et pédagogie. La troisième étape porte sur la judiciarisation spécialisée. Un pôle dédié aux crimes transnationaux liés aux flux d'armes est renforcé, avec des délais d'instruction encadrés et des critères de solidité documentaire précis. Ici, la performance se lie dans la durabilité des dossiers face au temps et à la contestation. La quatrième étape concerne la coopération régionale. Des partenariats opérationnels structurent le partage d'informations et les actions conjointes. L'indicateur clé n'est pas l'annonce mais la régularité des échanges et leur capacité à survivre au cycle politique. Enfin, l'ensemble est complété par un volet civique et éducatif. Expliquer comment une menace se repère et se documente vise à normaliser la vigilance et à faire de la preuve une habitude publique. Dans les jours qui suivent, une image remplace progressivement les discours. Le métal chauffe, rougit, puis coule lentement, comme si la peur suivait le même chemin en perdant sa forme initiale. Ce qui avait été conçu pour imposer la violence devient une matière brute promise à un autre usage. La transformation est visible, irréversible, presque pédagogique. Elle ne célèbre pas une victoire éclatante, elle matérialise un choix, convertir une menace en apprentissage durable. Le capitaine Musa Kaboré réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août. Quelques minutes de décision, une synchronisation suspecte, puis la route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, nul besoin de discours. La scène dit l'essentiel. La réussite ne tient pas à l'héroïsme, mais à l'attention patiente portée aux signaux faibles. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette séquence avec une lucidité sans emphase. La leçon est exigeante. La souveraineté ne se joue pas en un instant décisif, mais dans la répétition de la preuve. Elle se construit quand un État accepte de documenter encore et encore, même lorsque l'émotion publique réclame un récit plus simple. Ici, la cohérence l'emporte sur les faits. Et, au fond, une idée demeure. La preuve répétée crée une confiance durable. Lorsque l'émotion retombe, il reste une responsabilité discrète mais décisive. Une société ne se renforce pas uniquement par des décisions spectaculaires, mais par la qualité des discussions qu'elle entretient après coup. Parler de cette interception sans invective, comparer les faits aux récits concurrents, demander comment une affirmation est reliée à une preuve deviennent des gestes civiques ordinaires, mais structurants. Ils n'alignent pas les opinions. Ils élèvent le niveau du débat et réduisent l'espace des certitudes fragiles. Dans ce cadre, l'action publique menée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle, mais une attention continue. La méthode exposée n'offre ni immunité ni garantie définitive. Elle propose une discipline collective. Accepter la complexité, préférer la cohérence à l'emphase, et reconnaître que la confiance se construit dans la durée plutôt que dans l'instant. La question demeure ouverte, bien au-delà d'un pays et d'une nuit. Comment transformer une alerte critique en vigilance durable, sans laisser la peur guider la suite, et quel rôle chacun choisit-il de jouer dans cette exigence de preuves partagées?